Suite à l'abrogation du ministre des Transports et de la Météorologie hier, la passation de service entre l'ancien ministre Valérie Ramondzaville et le Premier ministre Sacristion, qui assurera l'intérim à la tête du ministère, s'est tenue ce matin. Le Premier ministre Sacristion a déclaré qu'aucune forme d'anarchie ne sera tolérée dans la gestion des affaires publiques. Il a également souligné que ni le président de la République ni lui-même n'avaient été informés du départ des avions Boeing vers l'Iran et que l'enquête sur cette affaire se poursuivait en collaboration avec l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, et Interpol. Le président du Sénat, le général Richard Avalman, affirme que l'opposition actuelle recourt à des méthodes de harcèlement moral, de diffamation contre les partisans du régime et à la propagation de fausses informations dans le but de perturber la tenue du sommet de la SADC, comme il avait déjà tenté de faire lors du sommet de la COI. Concernant sa relation avec Singh Khushwinder, le président du Sénat explique qu'il s'agissait d'une simple médiation dans le cadre des relations avec la Chambre des Lords à Londres sans aucun intérêt personnel. Les échanges portaient sur l'introduction d'électricité, le tourisme médical, la création d'universités et des partenariats dans le secteur du tourisme. Il a réaffirmé que Singh Khushwinder n'est ni conseiller spécial ni membre de son cabinet, mais simple conseiller technique bénévole, un poste duquel il a été immédiatement démis après l'apparition de soupçons de délit. Il n'a pas été le seul, 3 autres conseillers ont également été évincés pour des raisons de malversation. Le président du Sénat a cité le cas de Romy Voice, démis de ses fonctions de directeur du cabinet après avoir été impliqué dans une affaire de corruption. Ce président a aussi révélé l'existence de faux comptes Facebook usurpant son identité, utilisés pour estorquer de l'argent. Il a dénoncé ces actes comme une tentative de salir son image après l'échec de ceux qui veulent semer la division au sein des responsables actuels, créer le désordre, fragiliser l'État et empêcher le sommet de la SADC prévu en août. Il a rappelé que des tentatives similaires avaient déjà échoué lors du sommet de la COI et des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance grâce à la sagesse du peuple malgache. Ainsi, le président appelle à la vigilance et invite toutes les victimes de ces escroqueries en ligne à porter plainte auprès des autorités compétentes. La région SADC connaît un sérieux retard dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Sur les 50 millions d'hectares potentiellement irrigables, seuls 3,5 millions sont actuellement exploités. L'accès à l'eau potable en zone rurale ne dépasse pas 61% et seulement 39% de la population a accès à des infrastructures d'assainissement décentes. Alors que le potentiel hydroélectrique de la région est estimé à 150 gigawatts, seuls 12 gigawatts sont aujourd'hui exploités. C'est dans cette optique que WaterAid et Climate appellent les gouvernements à garantir l'accès universel et durable à l'eau potable et à des sanitaires décents, à développer des politiques adaptées aux réalités locales, à allouer des financements suffisants et à intégrer la dimension genre dans toutes les stratégies liées au climat, à l'énergie et à l'industrie. Il est important de s'assurer que nous mettons en place une politique régionale ou une stratégie au niveau régional qui permette à chaque pays de pouvoir, à travers la transition énergétique par exemple, réduire les émissions des gaz à effet de serre et aussi permettre à toute la population d'avoir accès à de l'eau potable, à des toilettes décentes et une énergie de qualité. Donc c'est un enjeu qui est commun à tous les membres de la SADC parce que récemment, même en Zambie, l'année dernière, il y a eu du fait de la sécheresse, il y a eu des coupures d'électricité parce que c'est très dépendant de la couverture énergétique, de l'énergie. Donc la coupure a entraîné non seulement coupure d'électricité, mais avec coupure d'eau, et des épidémies de choléra, etc. Donc c'est pour montrer que tout est lié, énergie, eau, assainissement, hygiène, le lien. Voilà. Oui, nous attendons des dirigeants de la SADC déjà le développement de politiques adéquates, la mise en place de mécanismes de régulation, la mobilisation de financement nécessaires et adéquats aussi, parce que l'atteinte des objectifs, que ce soit celui de la transition énergétique, celui de l'industrialisation, celui de l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène requiert énormément de financement.
Et il est recommandé pour la transition énergétique et pour des secteurs aussi importants que ces secteurs-là, que les financements domestiques soient mobilisés pour permettre une atteinte vers ces objectifs-là. Donc nous demandons aux dirigeants de mettre en place des mécanismes qui permettent de mobiliser les ressources domestiques, qu'elles soient publiques, privées ou autres, mais que cela soit mis en place. Et troisièmement, l'objectif également, c'est de faire tous ces processus-là. L'intérêt de tout ça, en fait, c'est l'humain, c'est la personne, c'est le capital humain. Donc, on ne devrait laisser personne de côté et on devrait mettre les communautés vraiment au centre de ces prises de décision-là et nous assurer que les financements qui sont mobilisés vont effectivement pour répondre aux besoins de la communauté. Voilà ce que je veux. Pour que le changement soit réel et que le développement soit effectif dans la région SADC, il faut des politiques claires, des réglementations fermes et des financements suffisants, selon l'ONG Climate Madagascar. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'État. Le secteur privé a également un rôle important à jouer. L'objectif étant justement, selon toujours cette organisation non gouvernementale, de construire une coopération étroite entre les acteurs industriels afin de renforcer la lutte contre le changement climatique et d'intégrer ces enjeux dans la gouvernance des entreprises. WaterAid et Climate ont publié un policy brief avec des recommandations concrètes à l'intention des décideurs. Il s'agit de garantir une gestion efficace et durable des ressources en eau, un financement équitable et inclusif, et de favoriser une implication réelle du secteur privé. Ces propositions s'appuient sur les cadres régionaux existants, notamment le plan stratégique pour le secteur de l'eau et le plan de développement stratégique et indicatif régional qui doivent servir de socle aux politiques communes de la SADC. La commune urbaine d'Antananarive n'a aucun problème pour assurer le paiement des salaires de ses employés, a affirmé la maire Arla Ramanantsoa lors d'un entretien exclusif avec les journalistes. Après la session ordinaire du conseil municipal, le maire présentera officiellement le rapport financier de ces 6 mois d'exercice dans un souci de transparence. Durant ces 6 mois à la tête de la ville d'Antananarive, de nombreuses réformes ont été nécessaires, notamment sur les méthodes de travail interne, a-t-elle expliqué. Ces efforts de modernisation et d'amélioration se poursuivent actuellement. Par ailleurs, la commune appelle à la collaboration du secteur privé, des associations et de la société civile pour atteindre les objectifs d'un Antananarive propre et paisible. Les nettoyages et réorganisations de la ville se poursuivent selon les propos de la maire, qui a également lancé un appel à la coopération de tous pour respecter les consignes et les mesures qui seront mises en place. Les jeunes fraîchement diplômés montrent une réelle volonté d'intégrer le monde entrepreneurial. D'après les chiffres d'un centre spécialisé, 30 à 35% des jeunes de moins de 35 ans s'engagent dans cette voie, mais seulement 20% d'entre eux réussissent à maintenir leur activité à long terme. Pour les accompagner, le jeune patronat de Madagascar les soutiendra à travers un événement prévu en octobre, notamment des masterclass ainsi que des conférences débats. Les thématiques abordées incluront la politique et l'entrepreneuriat, les défis incontournables et l'art de faire progresser les autres afin de mieux faire progresser sa propre entreprise. Tous les secteurs d'activité à Madagascar sont concernés. À cœur d'avoir certaines valeurs qu'on voudrait voir dans le secteur privé qui nous ressemble et dans lequel nous nous sentons bien, c'est-à-dire des valeurs d'éthique, des valeurs d'excellence et des valeurs de responsabilité. Nous croyons en fait que Madagascar, en tout cas le climat des affaires malgaches, ne peut évoluer que dans ce sens-là et qu'on ne peut plus faire les mêmes erreurs que, je ne vais pas dire qu'avant, mais en tout cas il faut qu'on y mette tous de notre cœur et de notre bon sens pour pouvoir apporter un changement positif à l'économie malgache. Comment est-ce qu'on le fait? En fait, on fait avec les jeunes dirigeants d'aujourd'hui qui aujourd'hui veulent trouver leur place à Madagascar, en tout cas dans l'économie malgache, qui veulent faire partie de ceux qui prennent des décisions qui comptent. Et ces personnes qui vont prendre des décisions aujourd'hui, ou des décisions dans 10 ans, ou dans 20 ans qui vont compter, il faut que ce soit des personnes qui soient éthiques, responsables et parfois. 300 jeunes sont attendus à Andjahar les 16 et 17 octobre prochains. Ces sessions seront animées par des entrepreneurs expérimentés qui ont déjà contribué au développement du pays. L'esclavage moderne, ou la soumission des personnes à des formes d'exploitation comme la prostitution forcée,
Le travail forcé ou encore la captivité sans droit de percevoir un salaire ou de jouir de leurs droits fondamentaux, souvent accompagnés de violences, font partie des formes de traite des êtres humains. À Madagascar, plus de 100 cas de traite ont été enregistrés l'an dernier. Ces cas trouvent souvent leur origine dans les communautés locales. La mission principale du BNLTEH au Bureau national de la lutte contre les traites des êtres humains, un service rattaché à la primature, est justement de lutter contre ces formes d'exploitation. Parmi les cas recensés, on note également l'existence de diverses agences de recrutement qui proposent des emplois à l'étranger. Pourtant, une fois à l'étranger, les Malagasy sont fréquemment victimes de traite des êtres humains, comme cela a été constaté dans les pays arabes, à l'île Maurice ou encore en Thaïlande. La ministre du Travail a rappelé aujourd'hui que ces agences sont interdites par la loi. Ainsi, la lutte contre la traite des êtres humains constitue l'un des axes d'intervention prioritaire du ministère. La ministre a souligné l'existence d'un comité interministériel chargé des poursuites judiciaires, de la sensibilisation et de la lutte contre ces actes criminels, notamment à travers le renforcement de la loi ou encore la prévention, qui est une des actions prioritaires. La traite des êtres humains est une réalité sombre, violente et persistante, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Elle ne connaît pas de frontières, elle vole des vies, détruit des familles et nie aux individus leurs droits fondamentaux à être libres et en sécurité. Des milliers de personnes dans le monde, femmes, hommes, enfants, sont victimes de cette forme moderne d'esclavage, exploitées pour le travail forcé, la prostitution, la mendicité ou encore le trafic d'organes. Et pourtant, souvent, ces victimes restent invisibles. Aujourd'hui, notre engagement doit être clair, doit être ferme. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais d'agir. Agir pour renforcer les lois. Agir pour renforcer les lois. Agir pour mieux identifier, protéger et accompagner les victimes. Agir pour démanteler les réseaux criminels. Et surtout, agir pour prévenir en s'attaquant aux causes profondes dont la pauvreté, l'inégalité, l'exclusion sociale et les conflits. Madagascar a célébré la journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains aujourd'hui à Ivato, notamment à travers la signature d'un accord de coopération avec l'île Maurice. Ce partenariat permet l'intervention d'une ONG locale capable de protéger les Malagasy résidant sur place contre les risques de traite. La journée a aussi été marquée par des débats visant à élaborer une stratégie commune au niveau international pour renforcer la lutte. L'Alizé au vent du sud-est continuera de prédominer. Face à cela, la pluie et la brume persisteront sur la partie est de l'île, selon les services météorologiques. Ces vents resteront forts demain, ainsi un temps hivernal sur les hautes terres et l'est du pays est à prévoir. Une accalmie progressive de l'Alizé est prévue à partir de ce vendredi. Une légère hausse des températures est attendue vers la fin de la semaine. Selon toujours les prévisions météorologiques pour la semaine du 28 juillet au 3 août, les températures matinales varieront entre 3 et 22 degrés Celsius, tandis que les températures de l'après-midi oscilleront entre 17 à 33 degrés Celsius. La première vague de la délégation malgache partira demain, 31 juillet, pour les Jeux de la 13e édition de la CJSOI qui se dérouleront aux Seychelles du 1er au 10 août. Au total, 119 participants, athlètes jeunes et techniciens représenteront Madagascar dans 8 disciplines sportives ainsi que dans la catégorie jeunesse. Les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports ont remis aux membres de la délégation une dotation de voyage ainsi que des équipements au nom du gouvernement. Les athlètes ont pour leur part promis de donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire honneur à Madagascar. Il est à rappeler que le président de la République a soutenu la délégation à 100%. Relever le défi des karatékas, tel est l'objectif principal du regroupement organisé par la section karaté-do Marvantan. Ce regroupement s'inscrit dans la préparation à la Coupe de la Ligue d'Analamang
ainsi qu'au championnat de Madagascar 2025. L'objectif est clair, décrocher des médailles. Tous les niveaux et catégories de karatéka issus des 9 clubs affiliés à la section participent à ce regroupement. Pour cette première session, 40 karatékas y ont pris part. En plus de renforcer les bases de la discipline, cette initiative vise également à relancer la pratique du karaté-do dans la région. Selon les responsables, la dotation en équipement figure aussi parmi les efforts en cours de la section. La section du karaté-do de Marvin Tanamojachim est actuellement en pleine relance. Si au départ, seuls 3 clubs étaient officiellement reconnus par l'ancienne fédération, 9 clubs sont désormais en règle au sein de la section. Dans une allocution, Alassane Ouattara, 83 ans, annonce qu'il briguera un 4e mandat présidentiel. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Une déclaration qui n'est pas une surprise. Son parti l'avait désigné candidat en juin. De son côté, l'opposition l'accuse de dérives autoritaires. Ses principaux rivaux, notamment l'ancien président Gbagbo, ont été exclus du scrutin par des décisions de justice. Malgré ces critiques, celui qui est président de la Côte d'Ivoire depuis 2011 fait figure de grand favori. C'est une bonne nouvelle, et vu que la constitution ivoirienne autorise encore le président Ouattara à se présenter. Je crois que si la candidature de la Côte d'Ivoire, de l'Alassane Ouattara peut apporter la paix à la Côte d'Ivoire, bon, on va s'aligner. La Côte d'Ivoire est stable après avoir connu plusieurs crises. Au début des années 90, Alassane Ouattara quitte son poste au Fonds monétaire international. Il rentre à Yamoussoukro pour devenir Premier ministre. En 2000, sa candidature à la présidentielle est d'abord rejetée. Le pays plonge dans une longue guerre civile. En 2010, il peut enfin se présenter et l'emporte. Une victoire contestée par Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire s'enfonce dans des mois de violence. Elles feront des milliers de morts et aboutiront à l'arrestation du président sortant. Je veux m'assurer que quand M. Laurent Gbagbo ne sera plus là, très prochainement j'espère, que nous allons pouvoir renouer aussi bien avec le monde bancaire international qu'avec les institutions de Bretton Woods. 14 ans plus tard, Alassane Ouattara vante son bilan économique et une croissance vigoureuse. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de cacao. Mais les défis restent majeurs. Les inégalités et la corruption sont importantes selon ses détracteurs. À cela s'ajoute une menace sécuritaire. Les pays voisins sont dirigés par des juntes militaires hostiles au président. Est-ce une promesse faite aux Palestiniens ou un ultimatum posé aux Israéliens? Ce qui est sûr, c'est que cela faisait plusieurs jours que le gouvernement britannique semblait prêt à adopter une ligne plus dure envers l'État hébreu. Ce mardi, c'est chose faite. Keir Starmer, en personne, a pris la parole. Je confirme que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures concrètes pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza. Une reconnaissance donc conditionnée à plusieurs points. D'abord, à l'autorisation sans délai de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza par l'ONU, puis à l'établissement d'un cessez-le-feu, et enfin à une affirmation claire qu'il n'y aura pas d'annexion de la Cisjordanie. Le Premier ministre britannique rajoute une nuance, il ne fait aucune équivalence entre Israël et le Hamas. Ils doivent immédiatement libérer tous les otages, signer un cessez-le-feu, désarmer et accepter de ne jouer aucun rôle dans le gouvernement de Gaza. Une précision qui ne suffit pas à calmer le gouvernement israélien. Après l'annonce d'une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien, l'État hébreu parle une nouvelle fois de récompense pour le Hamas. Car Israël ne veut pas entendre parler d'une solution à 2 États. C'est pourtant ce qu'a rappelé le ministre britannique des Affaires étrangères lorsqu'il est monté à la tribune quelques heures plus tard, au siège des Nations Unies, lors d'une conférence sur la question palestinienne. Le rejet par le gouvernement Netanyahou d'une solution à 2 États est une erreur. C'est une erreur morale et une erreur stratégique. Cela nuit aux intérêts du peuple israélien. Après la France, le Royaume-Uni pourrait être le 2e pays du G7 à reconnaître en septembre prochain un État palestinien. Fusil d'assaut à la main, le tireur est en apparence calme, presque décontracté.
Il se dirige vers cet immeuble de bureaux du centre de New York. Au rez-de-chaussée, il ouvre le feu, abat plusieurs personnes avant de monter au 33e étage et continuer de semer la mort. Dans les bureaux, les salariés se barricadent pour échapper aux tueurs. Panique dans le quartier entièrement bouclé. J'ai entendu plusieurs coups de feu. Les policiers ont ensuite quadrillé la zone et repoussé les passants. Il y avait un homme au sol, ils ont tenté de le réanimer et ils l'ont mis dans une ambulance. Les policiers donnent finalement l'assaut. À l'intérieur, ils découvrent 4 personnes décédées. Ils exfiltrent cet homme et à même la chaussée tentent de le réanimer. Parmi les victimes, un policier de 36 ans, père de famille. Évacué sur un brancard, il reçoit le dernier hommage de ses frères d'armes. Nous avons perdu 4 âmes dans un nouvel acte de violence insensée par arme à feu, dont un membre de la police de New York, l'officier Islam. Après d'interminables minutes, mains en l'air, les salariés travaillant dans le gratte-ciel sont autorisés à sortir. Le tireur, dont voici le permis de port d'armes, est retrouvé mort. Il se serait tiré une balle dans la poitrine. Le tireur s'appelle Shane Tamura. Il a 27 ans et il vit à Las Vegas. Dans son véhicule, la police a trouvé un étui à fusil et des cartouches, un revolver chargé et d'autres munitions. Il y avait aussi ses médicaments. Les médias américains évoquent de possibles problèmes psychologiques. Ils parlent également d'un différend avec la Ligue de football américain, dont le siège se trouve dans cet immeuble.